on est avec toi. il Quelle est plus tout seul. expérience, quelle initiative incroyable, Jérôme. Et oui, ça y est, je suis maintenant en compagnie de Nicolas Pinchon, au milieu des vignes de Dallon. C'est surprenant, hein, on le dit à nouveau, de trouver des vignes par chez nous. Mais regardez, vous allez pouvoir voir sur les images de Michael, on est bel et bien dans nos campagnes picardes. Voilà, on a une vue sur l'église de Dallon et derrière les arbres, vous la devinez peut-être, il y a la basilique de Saint-Quentin. Donc on est vraiment sur notre territoire. Et Nicolas, la première question qui me vient à l'esprit, c'est un sacré pari peut-être quand même de se lancer dans la vigne, dans un territoire qui a priori ne connaît pas la vigne. Alors c'est vrai, ça peut être considéré comme un sacré pari, mais il est mesuré quand même. On a décidé, alors c'est déjà une vieille passion familiale, hein, le vin, la vigne et l'envie de pouvoir produire des vignes dans le nord, à Saint-Quentin, à Dallon plus exactement. L'idée a germé il y a 5 ans et puis il y a eu un projet orchestré avec plusieurs agriculteurs et le négoce local de céréales. Oui, on le précise, hein, parce que vous n'êtes pas seul dans l'aventure. Non, et c'est pour ça que le projet est passionnant aussi, c'est que c'est une affaire de groupe et une vraie filière qui se met en place de A à Z, de la production de raisins, où on est ici, à la fabrication ensuite du vin qui pourra être dégusté prochainement. Voilà. Alors ça, on en parlera après de cette dégustation qui se rapproche, mais on n'en dit pas plus pour le moment. Donc vous disiez que déjà il y avait un amour pour le vin, pour la vigne, mais avoir l'envie, avoir l'amour de la vigne, ça ne fait pas tout. Il faut avoir des compétences, il faut apprendre. Vous êtes agriculteur, mais vous avez dû apprendre de nouvelles choses. Oui, complètement différent d'être agriculteur et de produire à l'année, parce que du blé, des betteraves, du colza comme on fait ici, c'est une production annuelle. Ici, quand on plante, c'est pour, espérons-le, 40 ans, 50 ans. C'est une démarche complètement différente en termes de production et de management de la vigne, j'ai envie de dire. Il faut tout apprendre, être formé, et c'est ce qu'on a fait. On a appris à planter, à tailler, à entretenir la vigne au fur et à mesure des saisons et du travail qu'il y a à faire quand elle se développe, et c'est le cas en ce moment. C'est aussi une partie du projet qui est passionnante, d'apprendre au quotidien une nouvelle culture et en plus une culture assez noble, donc c'est passionnant. Ouais. Alors, on reviendra sur ce côté entretien, voilà, comment on prend soin de son vignoble dans la deuxième partie, mais là j'aimerais que l'on revienne sur le côté justement travail d'équipe, formation, vous l'avez dit. C'est vous qui êtes allé dans des régions viticoles ou ce sont des personnes je sais pas, de Bourgogne, de Champagne qui sont venues pour vous apprendre? Oui, alors c'est plutôt des personnes de l'extérieur qui sont venues nous apprendre parce qu'on est quand même assez nombreux et on a fait des formations régulières pour apprendre le métier de la vigne, le métier de cultiver le raisin et de l'amener jusqu'à la récolte qu'on a fait l'année dernière pour la première fois. Voilà. Alors effectivement, donc faut le souligner, hein, donc on était venu au cœur des communes l'année dernière, la récolte, la première vendange allait avoir lieu. Une demi-vendange, c'est bien ça? Pourquoi on parle de demi-vendange pour une première? Alors déjà c'était une toute première vendange et c'était qu'au bout de la 3e feuille, on parle en feuille, en vigne, donc il y a eu la première année, la deuxième et puis la 3e qui a permis donc de faire cette demi-vendange, tout simplement parce que la vigne n'est pas encore à pleine maturité et qu'il faut 4, 5 voire 6 ans pour qu'elle puisse vraiment s'exprimer totalement, et donc cette première récolte c'était une demi-vendange mais elle était à la hauteur de ce qu'on attendait. On a eu une année chaude, ensoleillée, même très chaude l'année dernière. C'est bon pour la vigne? Oui, c'est très bon. D'ailleurs, c'est aussi une histoire de réchauffement climatique, hein, l'enjeu de mettre de la vigne un peu plus haut dans la France. Donc l'année dernière, temps très ensoleillé, peu de maladies, un raisin qui est arrivé à maturité avec un bon niveau d'alcool qui permet de développer les arômes aussi du vin. Donc on est confiant sur le potentiel de cette cuvée qui arrive prochainement. Et vous me disiez qu'elle ne craint pas la sécheresse, parce qu'en fait, elle a un système racinaire très ancré, très profond. Ça descend super loin sous terre. Oui, alors ça craint pas la sécheresse, hormis l'année de plantation. L'année de plantation, c'est l'année où il y a des très très petites racines et il faut qu'elles descendent dans le sol. Mais une fois qu'elle est implantée la première année,
on est tranquille pour un petit moment, voire pour 40 ans. Il n'y a jamais besoin d'arroser de la vigne. Elle va puiser en effet jusqu'à on peut estimer à 10 mètres dans le sol de l'eau. Alors ça met quelques années pour arriver à cette profondeur-là, mais ça va relativement vite quand même. Donc là, on n'est pas encore arrivé aux 10 mètres de profondeur, ce sont encore des vignes adolescentes. Mais voilà, si on peut voir sur les images là, on a déjà une belle épaisseur de... comment on appelle ça? On appelle pas ça un tronc? Un cep. Un cep, tout simplement. Voilà, je n'y connais strictement rien. Et vous me disiez qu'arriver à maturité, ça peut avoir un sacré volume. Oui, en fait, c'est une histoire de taille. Tous les ans, on taille différemment la vigne. Mais ce pied que vous voyez, c'est celui qu'on va garder pendant quelques années. Et donc, au fur et à mesure des années, il va s'épaissir et devenir de plus en plus important, comme on le voit dans des vignobles beaucoup plus anciens dans d'autres régions. Ouais. Alors, le choix du cépage, justement, c'est fait comment? Là, on est sur quel type de cépage? Quelle variété de vigne? Alors, on a choisi le chardonnay. Donc, le chardonnay, c'est un cépage qu'on retrouve en Bourgogne. Tous les Meursault, Puligny-Montrachet et autres grands vins sont du chardonnay. On le retrouve aussi à Reims, en Champagne. Et nous, on l'a choisi parce qu'en termes d'arrivée à maturité, c'était le bon choix. Et puis, on aime bien le vin blanc et on a hâte de pouvoir le déguster. Alors là, c'est un choix personnel. Vous êtes parti sur le vin blanc parce que c'est un petit peu ce que vous préférez. Alors, j'ai pas été tout seul, encore une fois, à choisir le vin blanc, mais c'est plus facile d'emmener dans nos régions un peu nordiques du vin blanc chardonnay que d'autres cépages. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a fait ce choix-là. Voilà. Et donc, ces premières récoltes, ces premières vendanges ont eu lieu l'année dernière. La transformation ne se fait pas ici. C'est pas très loin, ça reste dans la région, c'est dans la Somme. Oui, c'est dans la Somme, c'est à côté de la gare TGV de Picardie. C'est une ancienne sucrerie qui a été réhabilitée donc, par Terre Novéo, qui est le négoce en céréales qui nous accompagne dans le projet et qui a été réhabilité en chai. Et donc c'est devenu aujourd'hui le chai des Hauts-de-France qui a été inauguré au mois de janvier récemment. Ouais. C'est une fierté de participer à un projet tel que celui-là, vous êtes des pionniers. Oui. C'est passionnant, c'est une fierté, c'est beaucoup aussi d'attente parce que l'air de rien, c'est un projet qu'on a démarré il y a plus de 5 ans avec les démarches administratives au départ. Donc là, ces premières bouteilles qui arrivent, c'est un peu un premier aboutissement. Donc ouais, c'est chouette. Vous avez déjà goûté? Suspense. Et il ne veut rien lâcher. Depuis tout à l'heure, on essaye de le cuisiner avec Mickaël, il ne veut rien lâcher. Là, on est sur des vignes donc, qui arrivent sur leur 5e année. Bertrand le disait tout à l'heure, à proximité de l'agglomération, on en voit maintenant, je ne vais pas dire un petit peu partout, mais on peut en voir. Et notamment, il faisait mention de celle à côté de la rocade, de l'entrée d'autoroute. Ouais. On est sur le même cépage, ce sont des collègues à vous, ouais. Mais on est sur le même cépage. Le raisin va aller au même endroit et ça fera le mélange adéquat pour obtenir le vin. Oui, alors c'est en effet une vigne qui a 1 an de moins, celle qu'on voit et qui est très bien exposée en face du centre commercial. C'est une vigne qui a 1 an de moins et qui va avoir sa demi-vendange donc cette année, probablement. Et c'est aussi un cousin pour la petite histoire, donc c'est aussi une affaire de famille. Et ben voilà, donc on n'en parle pas plus pour le moment du côté vendange, du côté entretien, etc. On le garde pour après. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse en savoir plus justement sur cet entretien de la vigne. Vous disiez tout à l'heure que c'est un nouveau métier. Ce que je vous propose, c'est de nous retrouver dans quelques instants pour aborder ça. On va aller voir aussi les bébés vignes qui sont là-bas parce que on est dans ces vignes qui arrivent sur leurs 5 ans. Mais il y en a des beaucoup plus jeunes et on va voir que on n'en prend pas soin de la même manière et c'est tout à fait passionnant. Je vous invite donc à rester avec nous et on essaiera de savoir quand même s'il est bon. On va le cuisiner, Nicolas, pendant ce temps-là. Jérôme, tu nous entends et d'abord c'est passionnant. C'est vraiment une histoire incroyable que Nicolas est en train de vivre et de nous faire vivre. Moi, la première question, j'ai plein de questions, mais je vais m'arrêter à 2 questions. La première que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que Nicolas pense que dans le futur, il y aura de plus en plus d'implantation de ces vignes dans le Hauts-de-France, dans les Hauts-de-France? Alors,
J'ai une première question de Bertrand en plateau qui me demande si, selon vous, la vigne est amenée à se développer dans les Hauts-de-France, si vous sentez qu'il y a un intérêt, si vous sentez que voilà, il y a déjà des projets qui voient le jour comme ici, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que les Hauts-de-France vont devenir une région viticole? Je crois qu'on peut dire oui. Alors c'est un peu ambitieux, mais c'est quand même déjà plus ou moins une réalité parce que ce projet, à terme, on sera 130 agriculteurs intégrés dans ce projet. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le vin qui va sortir aura comme nom d'enseigne les 130, parce qu'on sera 130 agriculteurs autour de ce projet. Donc 130 agriculteurs et pas loin, à terme de 200 hectares de vignes. C'est plus un cas isolé, c'est quand même, ça commence à être un beau projet. Ouais. Ah, effectivement, on va pas être sur une production confidentielle, on sera déjà sur quelque chose, sur une belle échelle. Il me semble, Bertrand, que tu avais une deuxième question pour Nicolas. Oui, alors malheureusement, on habite quand même dans la région Hauts-de-France et contrairement au sud de la France, au Bordelais par exemple, malgré tout, il y a quand même plus d'intempéries chez nous. Comment est-ce que Nicolas, pour l'instant, fait face à ces intempéries? Je parle de périodes de grêle, de froid, quelles sont les méthodes? Est-ce que ces pieds ont été adaptés génétiquement? Est-ce que... Voilà, j'aimerais bien en apprendre un peu plus. Alors, une question de Bertrand par rapport à l'adaptabilité, je vais réussir à le dire, du vignoble par rapport à notre territoire et aux conditions météo qui sont les nôtres, différentes du Bordelais, différentes du vignoble alsacien. Est-ce qu'il a fallu adapter les vignes? Est-ce qu'il a fallu modifier, je ne sais comment, les cépages pour les rendre peut-être plus résistants à certains aléas climatiques propres à notre région? Alors, oui et non. On choisit déjà le cépage. Le chardonnay, c'est un cépage qui se plaît bien dans le nord, comme je le disais tout à l'heure. Et après, surtout, c'est s'adapter au terroir. Donc, pour s'adapter au terroir, il faut tenir compte des typologies de terre qu'on a dans la région. Ici, on est sur une terre assez riche, hein, pour être clair. Ce qui est traditionnellement pas trop les terres utilisées pour les vignes, parce que historiquement, on mettait de la vigne là où on pouvait rien cultiver d'autre. En fait, quand on regarde bien, c'était des coteaux très pentus. C'était effectivement, on n'y pense pas, mais la vigne, c'était ça. On mettait la vigne parce qu'on pouvait rien mettre d'autre. Voilà, exactement. Ici, on est en bonne terre et donc on a fait le choix d'enherber complètement les vignes pour justement faire de la concurrence à la vigne et faire en sorte que elles soient un petit peu concurrencées, challengées, parce que sinon c'est une liane et elle fait que pousser, mais elle oublie un peu de faire du raisin. Donc ici, on lui fait concurrence et elle s'adapte. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on choisit aussi le support du cépage et ça s'appelle un porte-greffe. Donc on commence par des analyses de terre et en fonction des analyses de terre, on choisit le bon type de porte-greffe pour accompagner le cépage au mieux après dans sa croissance. Voilà. Et voilà, je pense qu'on a déjà pas mal de réponses. Question. On ira voir. Une autre. Ah, et enfin une question. Ah, allez, une dernière. Parti. Allez, on fait 2 heures avec Nicolas. Franchement, moi j'adore. C'est hyper intéressant. Hyper intéressant. C'est une très belle expérience. Je trouve ça génial, moi, de se dire que l'on peut déplacer comme ça et qu'on peut adapter et faire ces cultures, et on a compris, qui ne nécessitent pas d'eau. Jérôme, sur l'ensemble de leur production, à quelle quantité est-ce qu'ils s'attendent en termes de bouteilles? Tu comprends le sens de ma question? Alors, je sens que Bertrand est intéressé quelque part par la dégustation, parce qu'il demande, sur une production comme ça, on peut être amené à obtenir combien de bouteilles, voilà. Alors, c'est assez simple en réalité. Bon, là, on a fait une demi-récolte, mais à partir de cette année, on va faire probablement une récolte entière. Et un pied de vigne, c'est une bouteille. Donc, il n'y a pas plus simple. Ah, oui. Et ici, il y a 5000 pieds ici et 2500 sur on va appeler la nursery, les nouvelles vignes. Donc, il y aura à peu près 7500 bouteilles produites sur 1,5 hectare. Voilà. Et voilà, il n'y a pas plus simple. Un pied, une bouteille. Celle-ci, c'est ma bouteille. On va mettre un repère, ça sera ma bouteille, celle-là. Tu rigoles, mais Jérôme, tu rigoles, mais une dernière, vraiment une toute dernière. Et après, je te laisse avec Nicolas. Encore une question, ouais. Est-ce que Nicolas a déjà pensé à faire parrainer ses pieds? Est-ce qu'on peut parrainer un pied? Parce que ça, nous, on est partant. Alors, donc une question de Bertrand par rapport au fait de parrainer. Est-ce qu'on peut parrainer un pied de vigne ou on peut parrainer carrément une rangée, hein, si on est ambitieux? Si vous voulez investir dans un pied, pourquoi pas, mais après...
Je pense qu'il y aura d'autres moyens plus économiques d'avoir des bouteilles. De toute façon, elles seront disponibles dans les prochains mois. Mais pourquoi pas? C'est vrai que j'y avais pas pensé, mais avec le grand plaisir de mettre un petit écriteau avec votre nom devant un pied de vigne. Bah voilà. Une belle suggestion proposée à Nicolas. Ouais. On va en parler en off et puis on va voir ce qu'on fait. Jérôme, en off, tu raconteras à Nicolas que nous, on parraine des abeilles, on parraine des ruches, et que pourquoi pas parrainer une rangée de vignobles, pas pour en avoir l'usufruit, mais simplement pour se dire, voilà, on participe à une opération. Ouais. Je trouve ça génial. Merci Jérôme, on te retrouve tout à l'heure, et un grand merci à Nicolas. Merci Nicolas. On sait que son temps est compté et de nous accorder du temps. À tout à l'heure. Merci Jérôme. Tout de suite, on repart retrouver Jérôme et on va donner priorité à son duplex extrêmement intéressant. Jérôme, tu es toujours avec Nicolas. On est avec toi. Vas-y. Exactement, on est toujours à Dallon, je suis toujours accompagné de Nicolas. On a même Pirouette qui est venu nous rejoindre. Voilà, petit coucou à Pirouette qui est le chien de la vigne, c'est ça? C'est bien ça, ouais. Alors, là, vous nous avez amené à côté des derniers plants de vigne. C'est les bébés vignes, ils ont quel âge? Alors ils ont tout juste 1 an, ils ont été plantés jour pour jour quasiment il y a 1 an, en pleine sécheresse. Et malgré tout, il y a un bon taux de reprise parce que sur 2500 pieds, je crois qu'on en a perdu 3. Donc c'est plutôt bien. C'est coriace. Hein. Ouais. Alors pourquoi ils sont protégés? Pourquoi ils sont entourés comme ça? On peut le... Ah oui. On peut... Qu'on découvre un petit peu. Voilà, alors bébé vigne deviendra grand, mais alors pourquoi il est protégé? C'est pour éviter qu'il soit mangé, c'est ça? Oui, c'est pour les gibiers tout simplement. Ici il y a pas mal de lapins, il y a des chevreuils, il y a des faisans, il y a des perdrix et tout ça, ça peut s'attaquer un petit peu aux jeunes pousses de vigne. Donc on les protège avec des caches. Et puis il y a le tuteur aussi qui permet à la vigne de s'agripper dessus naturellement et de pousser en hauteur plutôt que de traîner par terre. Voilà. Donc pour celle-ci, il va falloir attendre 3 ans, c'est ça? Parce que s'ils ont 1 an, c'est 4e année pour la première vendange, c'est ça? Alors c'est 2 ans, parce qu'on parle en feuilles. Donc, en feuilles, c'est vrai. Ouais. Première feuille l'année dernière, 2e cette année, et puis l'année prochaine, demi-vendange à nouveau pour cette partie-là. Voilà. Ok, alors tout à l'heure on parlait de demi-vendange. J'ai posé une question bête en off, parce qu'il n'y a pas de question bête après tout. J'ai dit mais demi-vendange, on ne cueille pas une grappe de raisin sur 2, c'est pas ça? Non, non, on prend tout ce qu'il y a. C'est tout simplement que la vigne produit la moitié d'une récolte normale. Voilà. Bon, vous laissez le temps de se préparer et d'être à son maximum. Alors, on voulait vous montrer avec Michael que le raisin arrive tout doucement et que c'est un travail de veille permanent. Tous les jours, vous venez jeter un œil si ça se passe bien, s'il y a des maladies, s'il faut en prendre soin, s'il faut... Ah oui, à cette époque-là, bon, ça y est, enfin, il y a un petit peu de chaleur, donc elle repart assez rapidement. De semaine en semaine, on peut vite attraper 2 à 3 feuilles, donc ça pousse très vite à partir de maintenant. Et au fur et à mesure que la végétation va grandir pour arriver à ce fil qui est à 1,80 m, on va, je me baisse, mais on va monter avec ces fils ce qu'on appelle des fils releveurs. Donc on vient bloquer ici, il y en a 2 de chaque côté, et ça vient emprisonner la végétation pour encore une fois qu'elle ne retombe pas sur les côtés et qu'elle soit le plus exposée possible au soleil. Et donc vous me disiez que ce qu'il y a là, c'était, enfin, quand on sera arrivé à cet été, on sera arrivé là-haut, quoi. Oh oui, largement. Ça peut. La 2e année de plantation, elles ont poussé jusqu'à 5 à 6 mètres de longueur, donc c'est énorme. Et donc c'est pour ça que en cours d'année, à l'été, au mois de juillet-août, on va même rogner la vigne, c'est-à-dire qu'on va déjà la tailler pour éviter qu'elle fasse trop de végétation et qu'elle se concentre davantage sur la production de raisins, ce qu'on souhaite. C'est toujours le but recherché. Ouais. Donc là, après la première vendange, ça a été coupé comment? À ras, ça a été qu'est-ce qu'on a gardé? Alors, première année de plantation, on repart à zéro. C'est ce qu'on aurait pu voir dans les vignes. On retaille quasiment au démarrage du cep. On garde que 2 yeux. Et l'année suivante, on monte au fil. Donc ce pied principal qu'on voit ici, c'est la montée au fil. C'est le pied qui va grossir d'année en année. Cette année,
on a fait une taille qu'on appelle en arcure simple, un guyot arcure simple. Ouais, c'est du terme technique quand même. Hein. Bah, on est des professionnels. Non, donc on fait une arcure et le but en fait c'est simplement que la sève transite parfaitement dans la baguette et qu'il y ait un départ homogène de l'ensemble des bourgeons pour avoir tout simplement à la fin une vigne homogène en maturité au moment de la récolte. Alors, pour vous aider dans toutes ces étapes, la taille, les vendanges, vous faites appel à qui? Comment ça se passe? C'est un travail en famille? C'est les amis? C'est les ouvriers agricoles? Comment ça se passe? Alors j'ai un salarié agricole, de temps en temps on fait appel à des équipes extérieures et puis c'est un travail de famille aussi. Valentin, Juliette, Henri, petit dernier de 3 ans, alors ils se baladent plus dans les vignes qu'autre chose et les deux grands ils donnent un petit peu un coup de main, surtout qu'ils sont à la bonne hauteur pour nous aider. Ça c'est pratique, hein, ça évite pour nous de se casser le dos, hop ils sont à la bonne hauteur. Alors, vous me disiez tout à l'heure que ces premières vendanges ont été aussi une occasion de réunir les dallonnés, les dallonnois, non les dallonnois et les dallonnoises, les dallonnés, pourquoi pas, et donc de faire une fête, les vendanges, comme on peut le voir peut-être dans d'autres régions où tout le monde s'est réuni, on y met toute son énergie et on met quoi? Vous avez mis combien de temps pour tout vendanger ici? Alors, on a mis 6 heures pour tout vendanger. On était une armée, j'ai envie de dire. Vous étiez nombreux pour faire ça en 6 heures quand même. De 35 personnes. Alors, je suis content parce que l'objectif, c'était un peu de faire les premières vendanges du village. Et les Dallonnois ont répondu présent. Et aussi quelques amis en renfort. Et la famille aussi. Et on a vendangé en 6 heures. Alors, pourquoi aussi vite et aussi rapidement? Tout simplement pour garantir la qualité. Parce que plus on vendange vite et plus c'est pressé rapidement après au pressoir, plus on évite l'oxydation et le raisin qui s'abîme. Oui, une fois que la grappe est retirée de la vigne, là c'est contre la montre. Exactement. Et donc il faut le mettre au frais rapidement pour pas qu'il se transforme et puis très très rapidement aussi le passer au pressoir. Voilà. Bon, alors pour la prochaine vendange, vous cherchez déjà des bénévoles, vous cherchez déjà du monde. Ça va devenir une fête locale, municipale, les vendanges chez Nicolas? Alors, si tout le monde répond présent, oui, avec grand plaisir, parce que c'était une fête. Hein, on a vendangé, et puis ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'à partir de midi, on a fait un beau banquet, et je pense qu'on est reparti à 3-4 heures de l'après-midi. Donc c'était sympa, des vraies vendanges. Et l'année prochaine, on aimerait bien recommencer. Mais il faut savoir aussi qu'on pourra certainement mécaniser les vendanges. Donc, parce qu'on n'est quand même pas dans une région traditionnellement viticole et donc on n'a pas forcément les personnes qui veulent et qui sont disponibles pour venir vendanger en permanence. Alors, le village, les amis, ils le font 1, 2, 3 fois, mais c'est quand même fatigant. Hein, et je pense que les intéresse surtout, c'est la fête qui suit. Et donc, je pense qu'on gardera quelques lignes pour le faire à la main, et après, on passera le reste sur une mécanisation. Sur une mécanisation, voilà. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à nous appeler. Hein, sinon, on est disponible avec Mickaël ou si Bertrand et les équipes de ma télé sont disponibles. Ils nous disent qu'ils sont prêts, qu'ils seront là. Et peut-être qu'au banquet des prochaines vendanges, on pourra déguster la cuvée la cuvée des 130, c'est ça? Ouais, et là c'est même certain, parce que pour le coup, au mois de septembre, il y aura des bouteilles de disponibles, ça c'est certain. Ouais. Vous me disiez tout à l'heure, sans trop en dire plus, que c'est courant juin normalement qu'on va pouvoir commencer déjà à voir les bouteilles arriver. Normalement oui, alors avec un circuit de distribution que je ne maîtrise pas, parce que c'est le groupe qui maîtrise la commercialisation, mais probablement chez vos restaurateurs, dans les chais et autres, vous pourrez retrouver assez rapidement ces bouteilles. Bon, en tout cas, moi je prévois tout de suite de faire un duplex pour finir la saison avec la cuvée des 130. Hein. Une question, oui Bertrand. Jérôme, juste une question parce que je sais que Nicolas doit partir. Ma question elle est simple, elle est sur les produits parallèles. Est-ce qu'avec le mou du raisin, est-ce que Nicolas a déjà réfléchi avec les déchets, si on pouvait fabriquer des produits pour le corps, pour le soin, pour... Alors, une question de Bertrand qui me demande si avec les déchets issus du processus viticole, il y a une valorisation aussi de tous ces déchets. On sait qu'il existe des filières pour valoriser tout ça. Est-ce que c'est le cas aussi pour votre production ?
Après le pressage, pressurage, si je dis Il n'y a pas que moi qui... Il n'y a pas que moi. Pressurage, il reste forcément toute la structure de la grappe et c'est utilisé dans des méthaniseurs. Donc c'est un cercle vertueux pour faire du gaz ensuite et c'est naturel. Voilà. Bah voilà. Tout est valorisé. Voilà, et superbe. Oui. Non, je pensais qu'il y avait... Donc voilà, j'espère que ça vous a donné envie d'en savoir plus et puis de vous précipiter dès qu'elles seront disponibles dans vos meilleures enseignes pour déguster cette cuvée. Et croyez-moi, nous ici, avec Mickaël, on est impatients de découvrir ça. Hein. Ouais, et ben, vu comment merci, vous attrapez... merci Nicolas. Jérôme, vu comment vous attrapez les mots, on se demande, nous, si vous n'avez pas goûté un petit peu en cachette. En tout cas, merci beaucoup. Merci à Nicolas, merci à toi. Merci très beau duplex, très intéressant. Merci beaucoup. Et on se retrouve dans le verger. un peu plus bas dans les vergers, c'est ça. À tout à l'heure. Merci à Nicolas. À tout à l'heure.